Heureux de vous retrouver ce matin, Madame, Messieurs, dans le cadre de la revue des Grandes Unes avec des invités qui sont sur ce plateau, qui vont commenter, analyser et décrypter même l'actualité proposée par la presse. Merci une fois encore d'être avec nous donc, ce jour. Et nous allons, avant de leur donner la parole, passer au kiosque découvrir ce que la presse nous propose. Le Messager est disponible ce matin. Le Messager parle du Golfe des Guinées, notamment avec la piraterie maritime. Le Golfe des Guinées, donc le règne de l'insécurité en 2014, 104 attaques de pirates et 66 prises d'otages. À lire en page 6 de ce numéro qui est dans les kiosques également ce jour. Le même journal parle de la Cour d'appel du centre et nommé c'est libre après de longs mois de procès. À lire en page 4 également différent. Pourquoi Michel Thierry à Tangana ne paye pas ses avocats? Maître Jean de Dieu Momo au conseil du franco-camerounais explique et l'association à Tangana contre l'oppression et également l'arbitraire contre-attaque à lire en page 3 de ce même journal qui est dans les kiosques aussi ce matin. L'autre journal, c'est la Nouvelle Expression qui est également disponible aujourd'hui par la francophonie. Michael Jean évite les questions qui énervent Biya. L'ancien gouverneur général du Canada n'a pas rencontré l'opposition durant 72 heures de visite au Cameroun et a gardé donc un silence incompréhensible sur certains sujets relatifs à la bonne gouvernance, comme la loi non appliquée sur la déclaration des biens et autres institutions prévues par une constitution vieille de près de 20 ans. À lire en page 3 de ce numéro, le journal parle également de février 2008, les bruits d'indemnisation. Donc l'honorable Nietzsche, auteur de la Semaine des martyrs, attire justement l'attention sur une mafia dans le processus d'indemnisation des victimes. À lire en page 9 de ce même journal. Justice encore, René Meyomé, libre. La Cour d'appel du centre a rendu sa décision statuant sur la culpabilité de l'activiste politique. À lire en page 6 du journal. Et puis, cours de vacances, les établissements scolaires violent la loi, non-respect du calendrier des examens, des cours pendant les congés, non-respect également des effectifs scolaires. L'avis d'un expert dans le journal à lire en page 7 du journal La Nouvelle Expression. On va terminer avec le Popoli qui est également dans les kiosques aussi. Le Popoli, le journal satirique, s'intéresse à la bourse universitaire. Un autre scandale couvre donc chez Famindongo. L'harmonie sociale voudrait que les grandes écoles reviennent aux grandes poches. À lire donc dans le journal qui s'intéresse aussi à la Cameco avec les avions chinois sans certificat de navigation. C'est à lire en page 5 de ce même numéro. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et pour commenter ces sujets, bien d'autres, nous avons donc nos invités sur ce plateau. Georges Sémé, bonjour. Bonjour Flavien. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de Ouest Littoral. Tout à fait. Merci d'être là ce vendredi. Tout le plaisir est toujours pour moi. Voilà. En face de vous, il y a le doyen Camille Nelly, bonjour. Flavien Vallonong, bonjour. Bonjour Georges, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions d'enquête criminelle et également consultant à Equinox Télévision. Merci également d'être là ce vendredi. Des sujets intéressants sont à lire dans la presse ce matin. Le Messager qui s'intéresse donc à la libération de Meyomé. En tout cas, le journal fait savoir que Meyomé est désormais libre après de longs mois de procès. Après 4 ans, il avait été arrêté en 2011 au lendemain de l'élection présidentielle à laquelle il avait été candidat et il avait été arrêté, on l'a dit hier, sur la base de motifs absolument acrobatiques. Ça a pris 4 ans, c'est au bout de 4 ans qu'on le libère, mais pratiquement en lui disant que bon voilà, on reconnaît quand même ceci, mais on reconnaît cela. Vous savez très bien que les motifs pour lesquels il avait été inculpé, on avait d'abord commencé pour atteinte à la sécurité intérieure, incitation à la révolte, ensuite on a parlé de trafic d'armes, de trafic d'or, de vente illégale d'armes, de recettes. Bref, on a accumulé des motifs les uns sur les autres uniquement pour le coincer, sans oublier les renvois des audiences qui ne faisaient que se multiplier, qui s'ajoutaient les uns sur les autres, ce qui fait que hier, d'ailleurs, j'en avais parlé, quand on l'avait présenté à la presse, hier, elle l'avait présenté comme un détenu politique, et on avait dit que c'est étant donné que c'est une situation assez embêtante pour les institutions, pour la machine judiciaire de ce pays qui inculpe quelqu'un, le met au trou, ensuite commence à se demander comment faire pour le maintenir longtemps. Lui, il est resté pendant 4 ans, au bout de 4 ans. La cour d'appel lui a donné
une peine de 4 ans, juste de quoi le faire sortir. Donc, logiquement, selon ses avocats, il devrait être libre dès aujourd'hui. Mais ce monsieur qui a passé 4 ans en prison pratiquement pour rien a certainement la dent dure et ne laisserait pas les choses s'arrêter certainement là. Alors, sa défense, là, d'ailleurs, révélée dans le journal, vous l'avez compris, donc, Eno Meyomé, c'est désormais libre, mais il est encore là pour des procédures que l'on sait très souvent. Lorsque vous êtes libéré, il faut une levée de crocs pour que vous soyez totalement libre. Et bien sûr, c'est une procédure qui est très normale. normale. Les choses peuvent changer? Non, je ne crois pas, puisque seulement si le ministère public forme une opposition, interjette appel en deuxième ressort, mais je ne crois pas que ce soit le cas, parce que l'affaire Eno Meyomé, c'est une affaire hautement politique, et on verrait mal le ministère public qui l'a aujourd'hui mis en liberté revenir sur cette affaire. Alors c'est un véritable soulagement pour ce monsieur qui a passé pratiquement 4 ans en prison et finalement s'est vu libéré. Et on sait qu'il avait tout le temps clamé son innocence malgré les chefs d'accusation qui lui étaient collés au fil des années. C'est un véritable soulagement, mais j'espère que ces conseils trouveront certainement le moyen de pourquoi pas d'intenter une autre action afin qu'il soit indemnisé, parce que 4 ans pour rien, je crois que c'est assez grave pour notre justice. Alors, durant son séjour en prison, le journal a évalué un peu le nombre de reports, une vingtaine à peu près. C'est scandaleux et c'est ça qui est extraordinaire dans la justice de notre pays. Non seulement les reports, mais les reports parfois qui sont injustifiés. Parce que quand le tribunal demande le renvoi, il faut bien qu'on dise pourquoi, mais parfois on ne donnait même pas les raisons du renvoi. Donc en fait, il était question de le maintenir en prison. Bon, aujourd'hui, dès sa sortie de prison, avant même qu'il ne soit dehors, ses avocats ont déjà annoncé la couleur. Ils demandent 1 milliard pour chaque jour passé en prison. Évidemment, c'est faramineux, mais c'est tout à fait légitime que ce monsieur devrait exiger une indemnisation, tout comme beaucoup de Camerounais qui, ne connaissant pas la loi, ont été maintenus en prison, ont passé des années en prison et ensuite ont été relaxés. Moi, je pense qu'une affaire comme celle-là donne la chair de poule et démontre à suffisance jusqu'à quel niveau le système judiciaire de notre pays mérite d'être dépoussiéré. Alors, le journal, le sujet est à lire donc en page 4 de Le Messager. Eno Meyomé, c'est libre après de longs mois de procès. Également, dans la Nouvelle Expression, Eno Meyomé, c'est libre aussi. La Cour d'appel du Centre a rendu sa décision statuant donc sur la culpabilité d'un activiste politique, à lire en page 6 de la Nouvelle Expression. C'est donc le même sujet également. Alors, le journal, la Nouvelle Expression parle aussi de février 2008 et fait savoir que les bruits d'indemnisation sont donc entendus. L'honorable Jean-Michel Nitié, auteur de la Semaine des Martyrs, attire l'attention sur une mafia dans le processus d'indemnisation des victimes. Moi, je crois que c'est une question brûlante qui devrait être analysée sérieusement. Il y a eu des abus, on le sait, lors des événements de février 2008, il y a eu des morts et des dégâts collatéraux qui aujourd'hui sont des comptes qui restent insoldés, et on ne voit pas cette mobilisation autour de cette affaire. L'honorable Nitié est pratiquement esselé à le faire. On aurait bien voulu que toute la classe politique, en dehors du RDPC bien évidemment, puisse le suivre afin que ces soldes soient enfin comptés là, et parler d'une mafia autour des indemnisations. Je crois que c'est assez grave et on aimerait simplement qu'ils tiennent jusqu'au bout le bon filon avec l'aide des organisations de la société civile et des droits de l'homme qui, je crois, permettront que toute la lumière soit faite sur ces indemnités, sur la mafia, et que finalement on en arrive à ce que ceux qui ont subi ces dégâts arrivent à obtenir réparation. Alors, le honorable Jean-Michel Nitié fait savoir que les promesses faites par le pouvoir en place n'ont pas été réalisées depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui, et que cela avait été annoncé. Vous savez, le 28 février 2008, moi je m'en souviens comme hier, quand ces émeutes ont éclaté à Douala de manière absolument inattendue et de manière tout à fait effrayante, personne n'aurait pu imaginer que ça allait prendre l'ampleur que ces émeutes ont prise. Et personne non plus n'a réussi à dire comment ça s'est passé, ni qui a organisé cela, ni qui était derrière. Évidemment, le président de la République, on a fait dire par le président de la République que ce sont des émeutes de la faim, mais étaient-ce ces émeutes de la faim? Était-ce le ras-le-bol d'une certaine jeunesse face à la
révision constitutionnelle qui est en train d'arriver, était-ce face à l'éventualité de l'augmentation du prix de l'essence? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites et qui ne seront certainement pas dites. Mais le président Biya a clos le débat en parlant des meutes de la faim. Et en parlant des meutes de la faim, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des dégâts. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts collatéraux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Flavien Vallon-Ndongo. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, M. Ninche, comme l'a dit aussi Georges, M. Ninche est pratiquement seul à se battre pour une indemnisation. Mais là où moi je pense que le bas blesse, cette indemnisation va concerner qui? Qui va être indemnisé? Qui ne sera pas indemnisé? On a parlé, on parlera certainement des jeunes qui sont morts, mais ils sont morts où? Comment sont-ils morts? Qui a tiré sur eux? Qui a donné leur compte tir sur eux? On parle maintenant des blessés. Comment est-ce qu'ils ont été blessés? Où ont-ils été blessés? Et maintenant, comment établir même qu'ils ont été blessés? Parce que de 2008 à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'eau, il y a 7 ans, beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont de Bourg. Et comment pourra-t-on retrouver ceux qui ont été blessés ce jour-là et les autres qui n'ont pas été blessés? Et enfin, la dernière question, les personnes qui ont perdu des biens là-dedans. Vous vous souvenez, Flavien Vallon-Ndongo, que du rond-point de rond-point d'Aïdo jusqu'à Prébécoco, toutes les stations-service ont été brûlées et vandalisées. Brûlées, vandalisées. Ces propriétaires de stations-service qui pour certains ont été ruinés jusqu'aujourd'hui, qui va les indemniser? Comment va-t-on évaluer ce qu'ils ont perdu? Moi, je pense que c'est une affaire suffisamment grave, suffisamment sérieuse, qui ne devrait pas concerner seulement une seule personne, mais qui devrait concerner toute une commission et une grande réflexion au sommet de l'État pour qu'on sache que s'il faut vraiment indemniser les gens, qu'on les indemnise. Mais s'il ne faut pas indemniser les gens, ça ne veut pas aussi passer par perte et profit. C'est pour ça que le problème de cette indemnisation des victimes des émeutes de mai 2008 va demeurer pendant longtemps comme un caillou dans la chaussure de l'État. Et c'est pour ça que M. Jean-Michel Turcan dit que les promesses n'ont pas été respectées. Certainement, il a eu des entretiens avec des personnes qui lui ont dit que non, on va essayer de faire quelque chose, on fera quelque chose. Bon, voyant que ça ne vient toujours pas, évidemment, il fait ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il monte au créneau, mais est-ce que ça aura un résultat? That's the question. Alors, mais il y a une autre question. Qu'est-ce qu'il cherche? Finalement, il est le seul et il sait qu'il est abandonné et il continue. Oui, il est pratiquement esselé, je le disais tout à l'heure, et je crois que, je le disais encore tout à l'heure, il faut qu'il tienne le bon filon jusqu'à ce que ces indemnités puissent être données aux ayants droit. Je crois que c'est un combat assez noble, un combat qui devrait être un combat de tous les temps et sur d'autres plans. Et Jean-Michel Ninche, j'espère qu'il sera rejoint par d'autres acteurs de la classe politique et pourquoi pas par les organisations de la société civile qui défendent chaque fois les droits de l'homme pour que enfin soient soldés ces comptes des février 2008 qui du reste sont un énorme boulet sur le pied de ce régime en place. C'est à lire en page 9 de ce journal, le journal La Nouvelle Expression, qui parle de février 2008, les bruits d'indemnisation. L'honorable Jean-Michel Ninche, auteur de la Semaine des martyrs, attire l'attention sur une mafia dans le processus. Et là, je crois que Amatou Mouna ne sait plus sur quel pied danser, pour utiliser un peu la terminologie musicale. Après les épisodes de la SOCAM et la CMC, voilà maintenant qu'elle se met à gesticuler avec le collectif Trop c'est trop, qui veut intenter contre elle une action en justice. Non, je crois qu'il faut être un peu sérieux et étant dans un état de droit, on ne saurait infléchir la justice à partir d'une simple note adressée à son collaborateur. Je sais que M. Laurent Isso, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, ne saura pas tomber dans ce piège du droit d'auteur, qui est encore dans une situation, qui est dans une impasse. Alors, les prochains jours nous dirons peut-être la vérité, mais Mme Amatou Mouna, encore une fois, est dans une sorte d'impasse dans laquelle elle ne saurait s'en sortir facilement. Alors, le sujet est à lire dans le Messager de ce matin, c'est-à-dire en page 5, avec ces titres qui parlent de malversation dans le droit d'auteur. Amatou Mouna veut manipuler Laurent Isso et Laurent Isso qui réagit également, en tout cas, une réaction de sa part. La loi et la lutte contre la corruption, en tout cas, c'est-à-dire dans le journal de ce matin, le Messager. On va certainement sortir avec notre sujet FENASCOBE. Les chefs traditionnels, c'est la nouvelle expression qui nous l'apprend, les chefs traditionnels bout de la clôture, notamment avec leur loge, restée presque vide durant l'apothéose, donc à la 10e édition de cette grande messe du sport scolaire à Bafoussam, dans l'ouest du pays.
peut-être ne leur a-t-on pas donné la perdue. C'est pour ça qu'ils ont fait la chaise vide. Non, je ne crois pas du tout. Mais je crois que quand même leur présence à ce type d'événement est très, très important parce que les chefs, la chefferie, l'onction de la chefferie dans l'Ouest est assez significative. Alors s'ils ne sont pas venus, peut-être faudrait-il voir du côté du comité d'organisation. Les jeux FENASCO B n'avaient pas besoin de ça. Déjà, vous savez que en marge de ces jeux, il y a eu beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne peut-être, par exemple, les âges des acteurs, les différents acteurs qui étaient assez grossis, les âges qui étaient assez grossis, qui ne correspondaient pas du tout au physique, à la morphologie des différents participants. Et maintenant, voilà que les chefs nous font faux bon. J'espère simplement que on saura en tirer les leçons. Certainement, il s'est passé quelque chose et malheureusement, nos confrères de la Nouvelle Expression ne disent pas pourquoi. Voilà. Allez, c'est à lire dans la Nouvelle Expression en page 10, notamment, de ce journal. Allez, il y a un sujet qui inspire des commentaires également ce matin. C'est celui qui est Le Messager, qui parle de différents. Et il se demande pourquoi Michel Thierry Atanga ne paye pas ses avocats. C'est un titre quand même. C'est un titre qui démontre que parfois, il ne suffit pas seulement de défendre quelqu'un qui est en prison ou qui est poursuivi, qui est traqué par la justice, mais il est aussi question de payer les avocats parce que les avocats font un travail appréciable et même les victimes justement ou bien les personnes qui sont poursuivies devant les tribunaux ne peuvent le plus souvent pas s'en sortir sans l'assistance d'un avocat. Mais aujourd'hui se pose le problème des avocats de Michel Thierry Atangana. Mais monsieur Michel Thierry Atangana, vous vous en souvenez bien, Flavien Vallon-Ndongo a passé 17 ans en prison, et 17 ans en prison, pendant 17 ans, il y a eu plein d'avocats qui étaient là. Au début, ils étaient grassement payés de plus en plus, et puis bon, au fil des années, certainement les ressources ont commencé à s'amenuiser. Bon, après sa sortie, bien évidemment, ceux qui ont non seulement travaillé sur le plan de l'assistance judiciaire, mais aussi même sur le plan de la mobilisation, parce que les avocats aussi, ces avocats-là ont conduit aussi une sorte de conscientisation au niveau des associations, au niveau du public, au niveau... Bref, ils ont fait un travail de fond assez appréciable qui, certainement, a été décisif sur la décision du chef de l'État de donner des instructions, enfin, qu'on l'élargisse. Parce qu'il n'y a que lui pour décider. Mais aujourd'hui, ces avocats demandent à être payés. Et depuis que M. Michel Atangana est sorti, il est reparti dans son pays, parce que c'est un franco-camerounais, il est reparti dans son pays, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu et il ne paye pas non plus les avocats. Alors ils se demandent pourquoi ils ne sont pas payés. C'est pour ça que ces avocats sont en train de ruer dans les brancards aujourd'hui. Mais je vois avec surprise Maître Moumou, l'un des avocats aussi, qui estime que les avocats camerounais ont surestimé peut-être leur travail. Non, moi je ne pense pas que les avocats puissent surestimer un travail pour un dossier aussi compliqué, parce que ce qu'on ne sait pas, au-delà de la politisation de ce dossier qui a été fait à la fin, M. Michel Atangana avait été poursuivi pour des faits avérés. M. Michel Atangana avait vraiment trempé la main dans des tas de choses qui étaient avérées. M. Michel Atangana, qui n'avait pas 30 ans, mais qui était déjà à la tête d'une fortune colossale, tout simplement parce qu'il était l'homme de même de M. Edouard Titus. Il y a des choses qui sont là, qui ont été pertinentes. Et tout le monde sait très bien que pendant que M. Michel Atangana était en prison, il était en train de construire des immeubles à Yaoundé. Donc, Maître Momo, il a quand même, c'est son conseil. C'est son conseil, mais bon, si lui peut-être... Camerounais qui explique les raisons de l'attaque, ou tout au moins de la réaction de ses confrères, avocats, et qui pensent qu'il faut payer 200 millions de francs CFA que Thierry Atangana. Pourtant, ce n'est pas ça. Tente d'expliquer donc Maître Momo qui pense. Mais quand vous défendez quelqu'un, vous défendez quelqu'un pendant 10 ans, vous pensez que c'est 15 millions seulement? Vous défendez quelqu'un pendant 10 ans, avec tout ce que cela comporte de recherche, de travail, d'obstination, de présence dans les audiences. Vous pensez que... Et puis vous savez, on appelle ça quoi, les émoluments? Non, bon, c'est ça un autre nom chez les avocats. C'est pas les émoluments. Les honoraires des avocats, ça se négocie entre le client et son avocat. Mais pour un travail, un dossier aussi compliqué, moi je pense que ces gars ont donné leur prix, leur tarif. Et maintenant, il est question pour M. Michel Atangana au moins de discuter et de leur dire, bon, je n'ai pas d'argent, je peux faire ceci. Mais il ne répond pas, il est en France. Son avocat dit que c'est à travers, lorsque ces banques, ces comptes qui avaient été scellés vont être décelés,
qu'il pourra payer ses honoraires aux avocats. Mais est-ce que vous pensez que ces comptes même seront ouverts avant longtemps? Quand vous vous imaginez que M. Michel Atangana, dès qu'il est parti, il entre dans l'activisme en disant que le gouvernement camerounais est en train de maintenir M. Yéni en prison. Il est en train de faire de l'activisme en France. Vous pensez qu'on va déceler ses comptes? Le sujet est à lire en page 3. Vous voulez dire quelque chose sur la question, je ne voudrais pas refaire le procès de Michel Thierry Atangana, mais quand même sur ce volet extrajudiciaire, je considère que la polémique ne devrait pas avoir lieu parce que je crois que les honoraires d'un avocat se négocient avec son client et c'est sur la base d'un document. Et si ces avocats détiennent ce document, ils pourront facilement faire valoir leurs droits. Alors maintenant, il faut attendre que, comme le disait le doyen, la main levée des comptes de M. Michel Thierry Atangana qui sont sous séquestre soient levés afin qu'ils rentrent en possession de leurs droits. Alors on va rendre un dernier hommage, comme tous les autres aussi, à Guy Lebert, qui entame son dernier voyage ce jour. Comme vous le savez, il est décédé. Le chanteur sera inhumé ce week-end à Douala. Oui, ce week-end à Douala, après avoir passé un mois à la morgue. Moi, je pense que tous les artistes seront là pour rendre hommage à ce véritable petit monument de la musique camerounaise parce que avec sa grande taille, avec sa voix puissante, avec son talent et son style à lui, il avait imprimé sa marque personnelle dans la musique, dans le makossa et dans la musique. Et ça n'a rien à voir avec la jeunesse d'aujourd'hui qui fait beaucoup plus de bruit que de recherche. Il avait du talent, il avait le rythme dans le sang, il a apporté quelque chose de nouveau. Et c'est un monstre de la musique qui s'en va. C'est tout le monde qui sera au Collège Alfred Saker ce soir. Merci. Un monstre de la musique, bien évidemment, mais qui est mort dans des conditions assez pathétiques, comme on le voit de plus en plus avec les artistes. Nous serons tous mobilisés pour lui rendre ce dernier hommage. J'espère également qu'il y aura la mobilisation des artistes qui ont déjà beaucoup fait d'ailleurs en cotisant quelques sommes d'argent pour l'accompagner. Et on sera tous là pour sa dernière démarche. Merci à vous, chers messieurs, et bon week-end. Merci d'être venus commenter l'actualité. À vous également, chers téléspectateurs. Bon week-end déjà et retrouvons-nous lundi lorsqu'il va être 9h30 pour une autre édition de la Revue des Grandes Unes. Au revoir.